Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent. Je suis Delphine Pinon, je suis entrepreneur, investisseuse en immobilier, money and life coach, c'est-à-dire que j'aide mes clients à révéler tout leur potentiel financier. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo, dont l'ambition est de provoquer les conversations les plus avisées et les plus authentiques à propos de l'argent. Chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je vous aide à comprendre comment vous fonctionnez avec l'argent, ce qui compte pour vous, ce qui vous donne l'impression de stagner, de manquer, de vous limiter. Et je vous partage les clés pour transformer votre vie comme j'ai transformé la mienne et celle de milliers de personnes. Retrouvez-moi sur Instagram, Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, des partages plus personnels, pour assister à des lives avec des invités, pour des revues de lecture et surtout pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Cet été, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir mes plus beaux épisodes des 12 derniers mois dans une série de rediffusions estivales que vous pourrez écouter sur la route des vacances, sur la plage, en rando ou pendant la sieste des enfants. J'ai choisi la crème de la crème des épisodes du podcast. Ce sont mes épisodes coup de cœur, ceux que j'ai eu le plus de plaisir à enregistrer et ceux que vous avez eu le plus de plaisir à écouter. Je ne pouvais pas vous proposer des rediffusions estivales sans parler de l'épisode 51 enregistré avec le mentaliste Fabien Olicard. Sa spécialité, c'est de comprendre comment fonctionne le cerveau et figurez-vous qu'il s'est justement intéressé à l'argent et aux effets qu'il produit sur le cerveau. Je ne pouvais pas rêver mieux, évidemment, un épisode entier sur le cerveau et l'argent avec un passionné du sujet et j'ai effectivement appris beaucoup de choses pendant notre conversation en plus de me divertir de pas mal d'anecdotes. Si vous voulez éviter que l'argent se joue de votre cerveau, je vous conseille vivement l'écoute ou la réécoute de cet épisode sans plus attendre. Mon invité du jour est Fabien Olicard, que certains connaissent probablement déjà parce qu'il est suivi par plus de 4,5 millions de personnes, toutes plateformes confondues. Fabien est mentaliste, que moi je définirais comme une discipline de divertissement ayant pour but de cerner le fonctionnement du cerveau et de l'esprit humain et notamment de la conscience. Vous verrez que Fabien a une définition un peu différente. Le mentalisme en fait se situe à la croisée entre l'illusionnisme, la psychologie, l'influence, la mémotechnie, la mémoire ou encore la visualisation et encore je crois qu'il y a même d'autres disciplines qu'on pourrait fourrer là-dedans. Fabien a écrit et publié plusieurs livres, je crois 5, dont certains sont traduits en 16 langues. Le dernier en date, l'anti-guide de la manipulation, a particulièrement attiré mon attention pour cet épisode. Fabien est actuellement en train de terminer une tournée de spectacles, mais son plus grand terrain de jeu au quotidien, c'est YouTube. Et figurez-vous qu'il a aussi un podcast. Sa particularité, c'est qu'il a construit sa notoriété dans ce métier-là sur les réseaux sociaux et pas du tout via la télé. Mais restez attentifs parce qu'il se pourrait bien que vous le voyiez de plus en plus sur le petit écran. Ensemble, nous, pour cet épisode, on a parlé du fonctionnement du cerveau et de notre conscience, évidemment en lien avec le sujet de l'argent, des prix, des chiffres et on a également parlé de manipulation marketing et publicitaire. Je vous garantis que vous allez en apprendre un rayon sur vous et sur votre propre cerveau. Je vous laisse écouter l'épisode, notre discussion et je vous retrouve à la fin. Salut Fabien! Salut Delphine! Comment vas-tu? Première question. Eh bien, écoute, ça va très bien. J'ai l'impression de revivre un moment qu'on a déjà vécu parce que personne ne le sait, mais on a déjà failli enregistrer ce podcast qu'on a reporté à cause du bruit dans mon immeuble. Exactement. Mais heureusement, tu as pu te rendre disponible et donc cet enregistrement a lieu aujourd'hui. Et on va parler du cerveau, bizarre, non? On va parler du cerveau, on va parler de manipulation mentale, principalement évidemment liée à l'argent. Fabien, tu es donc mentaliste, c'est ton métier, et en quelque sorte ton métier... Alors, en vrai, c'est même pas un métier, tu vois, comme ça on va débunker une idée reçue. Ça peut pas être un métier parce que si tu me dis... demande-moi une prestation quelconque, il n'en existe pas. En fait, mentaliste, c'est une passion. Et après, tu peux la traduire sous plein de métiers, qui peut être conférencier, artiste de scène, auteur de livres, consultant pour des choses comme ça. Mais en soi, c'est pas un métier. Ce serait comme dire j'aime telle musique ou je suis curieux de telle chose et c'est ça mon métier. Personne veut me payer pour ma passion, pour que je l'assouvisse, tu vois. Donc oui, c'est une passion pour le mental et le cerveau que après.
évidemment, j'étiquette mentaliste parce que c'est un mot quand même bien pratique. Faut pas crocher dans la soupe. C'est un mot qui globalise, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, le mentalisme, enfin derrière cette étiquette, il y a le fait d'avoir cette passion justement pour le cerveau, le fonctionnement du cerveau. Et toi, tu en as fait par dérivation un métier de divertissement. Oui, mais de transmission et de divertissement. Comme tu l'as dit à la base, très justement, c'est une passion. Je vais commencer par te poser une question que je pose à beaucoup d'invités. Toi, tu as grandi, tu viens de quel milieu social? Qu'est-ce qu'on disait à propos de l'argent quand tu étais petit, chez toi? Avec quoi tu penses que tu as grandi comme bagage? Alors, écoute, je viens d'une famille très modeste, hein, donc on était 3 enfants, 2 adultes, un seul salaire qui rentrait à la maison et un salaire smicard. J'ai toujours su qu'on n'avait pas d'argent pour les excès. Tu vois, par exemple, si je demandais quelque chose d'un petit peu qui sortait un peu du lot, tu vois, on me disait non, on peut pas, on n'a pas les moyens. Mais c'est le seul moment où j'entendais ça. C'est-à-dire, j'ai jamais entendu on n'a pas les moyens pour manger, pour s'habiller, pour vivre en fait. Et j'ai eu beaucoup de chance, et je pense d'ailleurs tous les 5 on a eu beaucoup de chance. Ma maman est une excellente gestionnaire. Donc elle savait transformer des choses gratuites en des moments incroyables. Donc tous les dimanches, par exemple, on sortait, on allait faire des trucs, mais ça coûtait pas un rond, et puis on partait avec le sandwich et la bouteille d'eau dans le sac, si tu veux, par là, on dépensait pas. Et puis elle avait aussi ce talent-là pour qu'il reste assez d'argent pour après les plaisirs tels que le cinéma ou des choses comme ça, tu vois. Mon père était bon bosseur, donc quand il avait fini sa semaine, on allait à la pêche avec lui le week-end. Nous, on s'éclatait, mais ce que je comprendrais à l'âge adulte, c'est que ça faisait du poisson et c'est gratuit le poisson, tu vois. Donc en fait, voilà, j'ai vécu avec un bagage de l'argent, c'est pas un problème. Mais par contre, on n'a pas de quoi délirer non plus. Tu vois, il faut que tout ait du sens dans nos dépenses. Tu vois, il faut qu'on sache pourquoi on le fait. Et du sens, ça peut être du plaisir, mais tu vois, il faut que ce soit un plaisir qu'on ait décidé ensemble et réfléchi ensemble. Est-ce que l'adulte que tu es aujourd'hui parle facilement d'argent? D'autant que t'es dans un métier où t'es dans un... À chaque fois je vais dire métier, tu vas me dire Non, ça va. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire, maintenant ça va, j'admets tout. T'es dans le milieu en tout cas de l'artistique et des médias aussi. Est-ce que c'est facile? Est-ce que tu parles librement d'argent et de ce que tu gagnes? Sans aucun problème, ça me pose pas de souci à partir du moment où ça apporte quelque chose à la conversation. Je veux dire, si demain je vais sur un plateau de télé et qu'on me dit et combien tu gagnes par mois, je vais dire et toi, tu gagnes combien par mois? Comme ça, on va dire chacun les deux son salaire et on va comparer des données, c'est intéressant. Mais sinon, dans le quotidien, et la plupart du temps, j'ai zéro problème à parler d'argent. Déjà parce que je m'en fous, parce que c'est qu'une donnée parmi d'autres, tu vois, donc, pourquoi pas, c'est un critère statistique aussi. Et puis parce que je suis entrepreneur dans l'âme, donc j'ai monté beaucoup de sociétés dans ma vie et tout, donc forcément, j'ai pas de problème avec ça. Et la dernière chose, c'est que quand je dis je m'en fous de l'argent, c'est qu'en plus, je m'en fous dans tous les sens du terme. Je me suis jamais posé la question d'est-ce que j'ai assez d'argent ou pas assez, tu vois. Donc j'ai toujours été heureux dans ma relation avec l'argent, même quand j'en avais pas, ou quand j'en avais très peu. Parce que c'était pas un souci en fait, puisque je m'en fous. Tu vois, c'est qu'au final, j'ai toujours été persuadé que j'aurais pas de problème d'argent et j'en ai jamais eu. J'ai jamais eu un souci de fric. Mais en fait, j'en ai jamais eu parce que j'avais cette relation-là. C'est-à-dire que si tu dézoomes, tu peux voir une période de ma vie où comme j'avais pas assez d'argent, je vivais dans une toile de tente en camping, tu vois. Donc là, toi, tu peux te dire, mon Dieu, là, il avait pas assez d'argent. Ben, pourtant, moi, je considérais que j'en avais déjà assez à cette époque, quoi. C'est marrant parce que souvent quand je parle aux gens du fait du manque, de la peur du manque, etc., les gens me disent oui, mais des fois on n'a pas le choix que de manquer. Il y a une réelle différence entre manquer d'argent et ajouter à ça la peur, le stress, l'anxiété par rapport au manque. Et donc ce que tu es en train de me dire, c'est que finalement, ok, t'avais pas beaucoup d'argent ou pas assez d'argent. Mais j'arrivais à dormir, à manger, donc ça allait. Exactement. Et en plus, probablement que un des héritages de ton enfance et du fait que t'aies grandi dans une famille modeste, c'était visiblement, t'as quand même grandi avec ce sentiment de tout ira toujours bien, en fait.
Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Ben, je l'ai constaté enfant, ça m'a marqué comme un héritage génétique on s'en sort toujours. Qui plus est, si on est un peu bosseur, tu Mm. vois. Parce que ma famille, c'est quand même des gens bosseurs et c'est pour ça qu'on s'est jamais demandé comment on allait manger le mois prochain parce que on savait qu'on allait travailler pour manger, tu vois. Ben moi, de la même manière, je me suis toujours dit, en fait, peu importe mes projets de vie, je me disais toujours, tu sais quoi, au pire, j'irai sur le marché d'à côté à 5 heures du matin proposer de les aider à descendre les cartons, j'aurai 50 balles et je m'achèterai à bouffer ce soir, tu vois. Donc, j'ai jamais eu peur aussi de pas trouver d'argent. Tu sais, il y a le fait de pas avoir d'argent et le fait d'être en incapacité d'en trouver. Ça, c'est un truc qui m'a jamais inquiété. J'ai toujours su qu'on trouvait de l'argent d'une manière ou d'une autre, en fait. Plutôt légal. Alors, moi, je voulais aujourd'hui qu'on parle de manipulation au quotidien lié à l'argent parce que pour moi ça fait partie déjà d'une mission que je me suis donnée, une mission d'éducation financière et s'éduquer à l'argent c'est aussi savoir reconnaître reconnaître, c'est ça en fait, identifier les moments où peut-être on essaye de se jouer de nous, où on se joue de nous-mêmes, ça c'est encore pire. L'automanipulation, t'en parles dans ton livre, et donc j'avais envie de parler de ça avec toi parce que ta finesse de connaissance sur les sujets du cerveau, moi, m'a particulièrement interpellée, et surtout parce que récemment tu as sorti un livre sur la manipulation, Anti-guide de la manipulation, que j'ai lu, paru aux éditions First. Pourquoi tu as voulu traiter de ce sujet ? Déjà parce que moi aussi je suis fasciné par la manipulation depuis toujours, aussi bien celle qu'on subit que celle des autres, que celle qu'on fait subir aux autres sans se rendre compte parfois, et donc j'ai une littérature à ce sujet qui est très dense chez moi, et depuis toujours tout le monde se demande quand est-ce que moi je ferai un bouquin sur la manipulation. Et j'ai toujours dit j'adorerais, mais vraiment j'écrirai jamais ce qui a déjà été écrit et brillamment, c'est-à-dire que je vais pas faire l'infopreneur, je vais pas aller prendre les infos que j'ai appris d'autres pour les remettre ailleurs comme si elles venaient de moi, quoi, ça m'intéresse pas. Et en me reposant, je crois qu'il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, 1 an et demi, devant cette bibliothèque-là consacrée à la manipulation, je me suis dit, par contre, il y a un point commun à chaque fois, c'est qu'on la traite toujours comme si c'était le mal et le démon, la manipulation, tu vois. Et comme si tous ceux qui manipulaient le faisaient aussi consciemment, avec un dessin sombre derrière, ouais. Tu vois. Ouais. C'est traité d'une manière aussi binaire qu'un Disney, en fait, quoi. Tu vois, la manipulation, c'est le méchant, et le méchant a toujours des intentions qui sont pas bonnes, tu vois. Et je me suis dit, mais personne a pris le pendant inverse de faire un anti-guide, quoi. C'est-à-dire d'admettre qu'on se manipule tous en permanence, d'admettre qu'on peut manipuler de manière éthique, parce que si on admet qu'on se manipule tous en permanence, autant le faire proprement et de manière honnête et éthique. Donc je me suis dit, je vais mettre tout ça dans un bouquin. Alors bien sûr, j'ai rajouté quand même quelques basiques d'autodéfense intellectuelle pour pas se faire manipuler, mais je voulais vraiment prendre le parti de on va en traiter de la manipulation à 360 degrés sur le prisme de la déontologie. Et ça n'avait pas encore été fait. C'est pour ça que j'ai voulu le faire. Et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué quand je l'ai lu. Je me suis dit, il va forcément parler de la pub, il va forcément parler du marketing, des gens qui veulent nous vendre des tas de choses, etc. Je me réjouissais d'avance. Et en fait, pas tellement, non. Très peu. Très peu d'ailleurs. Tu dis même, en fait, je me refuse de considérer que c'est mal de faire de la pub, vente, tout simplement. En fait, voilà, de la vente. En fait, c'est juste que c'est un dessin comme un autre, que toi, en tout cas, tu te refuses à dire que c'est bien ou que c'est mal, et que de fait, de toute façon, comme tout type de communication, ce que tu expliquais à l'instant, comme tout type de communication, oui, c'est une forme de manipulation, mais tu t'es refusé à la classer. Oui, c'est ça. Oui, parce que limite, de base, c'est-à-dire tant qu'on rentre pas dans le vif d'un cas concret, de base, je trouve ça plutôt honnête. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui fait une publicité pour un produit et que c'est certain que c'est une publicité, je veux dire qu'on en est tous conscients, c'est pas une publicité déguisée, alors les intentions sont clairement déclarées. Je veux vendre mon produit. Donc à partir de là, je me dis non, on n'est déjà pas sur une manipulation malveillante puisque la personne ne me cache pas son but en fait. Tu vois, je connais déjà son dessin, hein, c'est que je l'achète. Donc au moins, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et après, dans la manière de faire, là, pour certains, on peut critiquer. Dans le bouquin, je parle justement du casque, d'un des casques qui avait été mis en avant avec un DJ très connu,
Je trouvais que la manière de faire ne touchait pas les bons leviers. Par contre, le fait de faire de la publicité pour le casque pour le vendre, je trouvais pas ça malveillant en fait. Je trouvais ça plus honnête que certaines manipulations. On va te vanter un produit sans te le dire. On le voit d'ailleurs aujourd'hui sur Internet quand tu as des personnalités d'Internet qui parlent d'une expérience super qu'ils ont vécue quelque part en omettant de dire qu'ils ont été rémunérés pour. Ben là, c'est malveillant pour le coup parce que y a une donnée qui n'a pas été annoncée. Moi, à partir du moment où il y a une donnée qui n'est pas annoncée ou une donnée qui a été trafiquée, la malhonnêteté commence là. Quand les données sont claires dès le départ, on est a priori dans quelque chose d'honnête. C'est quoi la malhonnêteté en fait? Parce que la publicité utilise les ressorts de psychologie humaine dans le but de vendre. Tu viens de me dire, moi, en soi, le but, il est ni bon ni mauvais, il est avoué. Tu vas me dire, c'est difficile de savoir effectivement où est l'honnêteté, où est la malhonnêteté sans rentrer dans des cas concrets. Parce que la psychologie humaine, effectivement, on peut l'utiliser... On peut l'utiliser de tas de manières. L'exemple auquel tu faisais référence pour le casque, c'était une grande affiche publicitaire dans la rue et qu'il y avait une toute petite partie de l'image où on voyait le casque et tout le reste, c'était quoi? C'était une femme en plus. La femme et le DJ et une magnifique femme à ses côtés. Ouais, de mémoire, pour schématiser, c'est pas le bon chiffre, mais le casque prend 5% de l'image sur le DJ qui est torse nu évidemment et qui n'a même pas le casque sur ses oreilles. On voit que le casque n'est pas branché et à côté il y a une femme qui ruisselle de désir face à cet homme torse nu avec ce casque si masculin apparemment et il n'y a même pas le nom du casque, il n'y a même pas les spécificités techniques du casque. Tu vois, donc c'est là où pour moi le bas blesse, c'est-à-dire ok, tu veux vendre quelque chose, mais là tu nous le vends pas en fait. Là tu nous vends du désir. Donc là on commence à tomber dans la malhonnêteté parce que je te parlais de données manquantes. Ben là à partir du moment où on m'explique même pas ce que fait ce casque dans la vie, pour moi c'est une mauvaise publicité. Tu vois, à mon sens, au sens éthique du terme, hein. Ça a sûrement été une super campagne de marketing pour eux, mais du coup on est d'accord que même si dans le principe les gens n'achètent pas une montre pour avoir l'heure. En tout cas, au départ, ils achètent une montre pour l'avoir l'heure, mais la montre qu'ils vont choisir, le choix n'est pas déterminé par la précision de l'heure. Dans le fond, peut-être on peut vendre dans un premier temps l'utilité ou l'innovation ou les arguments concrets du produit avant de vendre de la psychologie et de l'envie de faire naître du désir aux autres, etc., etc. Qu'est-ce qui se joue justement dans le cerveau dans cet exemple précis, quand on vend du désir, je sais que les fabricants de voitures font beaucoup ça, par exemple. On vend un style de vie, on vend un décor, on vend l'appartenance à une tribu d'abord. Hein, exactement, exactement. C'est Apple connaît bien le principe. Hein. Ils ont créé une tribu incroyable et ils ont même créé 2 tribus. Ils ont créé les gens qui étaient pro-Apple et les anti-Apple, qui est une autre tribu en fait en soi, ce qui crée un méchant légendaire pour la première tribu, tu vois. Donc ça c'est magnifique parce que pour moi c'est Apple qui a créé Samsung en fait, parce que Samsung se sont mis comme des anti-Apple, tous les anti-Apple allaient chez Samsung, donc ils ont recréé une deuxième tribu sans le vouloir. Donc en fait on vend d'abord l'appartenance à une tribu, on vend des valeurs non pas qu'on a, mais qu'on aimerait que les autres se disent qu'on a. Ça, c'est important aussi, hein. Tu vois, c'est cette fameuse montre, si t'as à 50 ans, t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie, c'est bien le message que t'envoies aux autres, hein, parce que j'ai croisé des millionnaires dans ma vie qui avaient pas de Rolex, et ça se passait très bien pour eux, hein, pourtant, tu vois. Est-ce que ça veut dire que le cerveau ne s'intéresse pas tant à la rationalité d'un achat que, de fait, le cerveau a un biais d'irrationalité, d'émotionnel, en fait? Complètement, parce que en fait, cet achat, il peut soit être source d'occupation. Le fait d'acheter est une source d'occupation, peut être un loisir en soi. On fait bien du shopping. Ensuite, au moment de l'achat, on peut le faire pour se rassurer de qui l'on est, de ce que l'on peut faire. On peut aussi combler des manques, hein, un manque affectif, un manque de considération au travail, un manque de plein de choses. Et après, on peut essayer aussi de se convaincre de qui l'on est ou de l'image qu'on renvoie par le biais de cet achat. On peut aussi l'acheter tout simplement parce qu'on est en dissonance cognitive, parce qu'on n'a pas quelque chose que tout le monde a et on sent un espèce de rejet du groupe parce qu'on n'est pas assez concerné. Aujourd'hui, quand quelqu'un te parle de série Netflix, si t'as pas Netflix,
ça le fait pas, quoi, tu vois. On va dire, ah, t'as pas vu ça? T'as pas vu, mais t'as pas Netflix? C'est l'effet cours de récré. Absolument, le mais petit oui. gamin qui se sent exclu parce que hier, tout le monde a regardé, je sais pas, Koh-Lanta à la télé ou le match de foot. Et puis lui, en fait, il aime pas trop le foot. Donc, il est exclu de toutes les conversations. Il est exclu de on la a bande, une partie dans le cortex préfrontal qui se met en difficulté, en souffrance limite physique d'ailleurs parfois, si elle se sent rejetée du groupe. C'est ce qui fait que sur des études comportementales, on a vu des gens suivre des opinions qui n'étaient pas dans leurs valeurs au départ, et après les défendre ces mêmes opinions, mais parce qu'ils ont juste... c'était trop dur et trop lent d'être contre le groupe et contre l'humeur du groupe, tu vois. Tiens, moi, je le vis en ce moment, je bois beaucoup de bière sans alcool. Tu vois, le nombre de personnes en tournée qui se foutent de ma gueule ou à qui je dois me justifier de pas mettre d'alcool dans ma bière, c'est un délire, tu vois. Alors que je bois des bières alcoolisées aussi, hein, c'est pas un problème. Du coup, maintenant, tu fais croire que tes bières sont alcoolisées. Ah, c'est presque ça. Mais tu vois, en vrai, il y a des fois, mine de rien, je tourne ma bière d'une telle manière à ce qu'on voit pas qu'il y ait marqué 0 degré dessus. Pas dans le fond, je veux dire, pour qu'on me casse pas la tête. Et sûrement que si on gratte bien dans le fond du fond, c'est pour pas qu'on me juge. Tu vois, j'en suis là, quoi, tu vois. Donc, pour les achats, ça joue aussi, quoi, tu vois, le fait de se sentir un petit peu à l'écart. Mais bon, les achats sont par essence quand même irrationnels. Nos choix finaux, la destination finale de notre achat, elle pourra pas passer par quelque chose de si binaire que les critères de besoin, les spécificités du produit, le budget dont je dispose et l'utilisation que je veux en faire, tu vois. On va toujours ajouter de l'esthétisme et des valeurs derrière. Toi, tu penses que c'est vain même, enfin, tu vois, c'est vain de rechercher la perfection dans la rationalité parfaite. Ça n'a pas de sens, en fait. C'est essayer de contrecarrer un fonctionnement naturel du cerveau. En fait, ce serait un peu renier qui on est, et puis ma foi, est-ce que c'est si grave de se faire plaisir, tu vois? Mais ça, tu peux te le dire qu'à partir du moment où tu en as bien conscience et que tu sais que tu as quand même mis des garde-fous, en fait, tu vois? Et on parlait du casque tout à l'heure. Bon, le premier garde-fou, quand même, c'est au moins de prendre, si tu veux absolument ce casque, parce que ça t'a séduit, tout le monde en parle, etc., de commencer à comparer un petit peu les casques qu'il y a entre leur spécificité technique et leur prix pour trouver quelle est la marque qui se fout le moins de toi, quand même, un minimum, quoi, tu vois, qui te demande très cher pour quelque chose qu'ont tous les autres, tu vois. Donc après, tu pourras toujours acheter pour te faire plaisir, mais en connaissance de cause et en ayant placé des garde-fous au départ. Tu dis dans ton livre que la première forme de manipulation, c'est l'automanipulation. Bien sûr. Et par ça, tu entends notamment les conditionnements qu'on crée depuis qu'on est tout petit et qui fait que finalement, on s'automanipule nous-mêmes. Alors, moi, j'ai fait mon propre exemple en lien avec un peu l'argent, mais si on prend le réflexe qu'on a quasiment tous de terminer son repas par du sucré. Oui, c'est un conditionnement, ça. Par un café. Ou à chaque fois qu'on sort du boulot ou qu'on rentre de l'école avec les enfants, on s'arrête à la boulangerie et on prend un petit truc. Voilà. On s'est créé un réflexe. Et ça, c'est des exemples de la vie de tous les jours. Et il y en a, à la fin, tu te dis, mais imaginez-vous à combien de milliers de conditionnements on a et l'impact, et ça, je rajoute ça moi, et l'impact que ça peut avoir sur nos finances. Parce qu'effectivement, si même quand on n'a plus faim, qui n'a pas fait ça? On va au restaurant, on n'a plus faim. Vous voulez la carte des desserts? Oui, je vais jeter un coup d'œil. Allez, un petit café gourmand, et puis voilà. Alors que t'as pas du tout envie de café, d'ailleurs. Et oui, on s'auto-conditionne, donc on s'auto-manipule déjà par des biais cognitifs, ce genre de choses, on pourra en reparler. Mais déjà, t'as raison, par le conditionnement. Donc le conditionnement, c'est de reproduire un même schéma plein de fois. Le test le plus connu étant celui de Pavlov qui quand il sifflait dans un sifflet, les chiens salivaient parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir à manger. Donc, il y avait tout le processus physique qui se mettait en place alors qu'il n'y avait pas de nourriture. Donc, c'est un conditionnement. Et nous, on le fait par la répétition. On sait qu'au bout de 66 répétitions en 66 jours, en général, ça devient une habitude. C'est pas 21, parce que non, on entend souvent 21. C'est un gros mytho, ça, 21. C'est très sexy et très pratique parce que ça permet de faire des magazines où il y a marqué « changer de vie en 3 semaines », tu vois, en 21 jours. Mais en fait, en réalité, la moyenne, donc ça veut dire que des fois c'est plus, c'est 66 jours.
pour une personne. C'est Philippa Molina qui en 2009 l'a mis en exergue par une étude qui a été faite sur des centaines de personnes qui devaient acquérir une nouvelle habitude, et tous les jours il y avait un débrief, tu vois, toutes les personnes étaient volontaires, c'est des habitudes qu'elles voulaient en plus avoir dans leur vie, donc que des choses positives, et c'était, ils ont considéré que c'était une habitude à partir du moment où il y avait plus aucune charge émotionnelle sur le fait de le faire. Donc c'était pas rebutant de faire leur truc, et c'était pas non plus un plaisir extrême, c'était habituel. C'est le cas par exemple pour quelque chose qui est assez récent dans la vie de l'humanité, le fait de se brosser les dents. C'était pas si naturel que ça au départ, hein. Il y a eu des grandes campagnes pour le coup en Angleterre, etc., pour que ça existe, où ils ont rajouté le goût mentholé d'ailleurs après, etc., parce que les gens associaient le menthol à la propreté, tu vois, à la fraîcheur, mais pour se brosser les dents sans rien. Donc aujourd'hui, tu es d'accord que quand tu te brosses les dents, c'est quand même rare que tu dises « Oh non, faut encore se brosser les dents aujourd'hui, je l'ai fait hier et avant-hier déjà », tu vois. C'est devenu quand même une habitude neutre, c'est-à-dire que tu t'en fous de te brosser les dents. Donc ça, c'est le schéma type vraiment de quelque chose qui devient une habitude, en moyenne 66 jours. Et au bout d'un moment, cette habitude, si tu la tiens sur toute une schématique particulière qui est ritualisée, alors ça va devenir un conditionnement. Donc oui, moi très clairement, je suis conditionné à boire un café avant de m'endormir. Et en fait, c'est l'inverse. Je suis conditionné maintenant à m'endormir le soir après avoir bu ma tasse de café. Donc si mon rituel est cassé, s'il n'est pas fait, il manque quelque chose, quoi, tu vois. Par contre, si je bois mon café un peu plus tôt dans la soirée et que je suis allongé dans le lit en train de lire, j'ai un coup de barre qui me tombe parce que j'ai envoyé les signaux à mon cerveau de « c'est bon, on a bu le café du dodo », tu vois. Donc en fait, je me suis moi-même conditionné à cet environnement plus cette action-là égale je dois m'endormir. Donc on se conditionne plein de fois. Alors on peut se conditionner volontairement et ça c'est intéressant, évidemment. Mais comme je le dis dans le bouquin et comme tu le mettais en avant tout à l'heure, imaginez le nombre de conditionnements que vous vous êtes créés ou qu'on vous a créé sans vous en rendre compte, et c'est vraiment un délire. J'ai des potes dans le train, ça n'arrivera jamais qu'on fasse un trajet de train sans qu'ils aillent acheter un truc au wagon-bar. Parce que ils se sont tellement habitués à ça, tu vois, au bout d'une demi-heure, je pourrais limite les chronométrer. Ils se lèvent et ils vont au wagon-bar acheter une connerie, une bouteille d'eau, un cookie, un machin, un truc, mais en fait le bon trajet en train, le trajet qui est cool, c'est le trajet qui est en première et tu vas acheter un truc bien cher au wagon-bar. Tu vois, que tu pouvais acheter ou ramener de chez toi au départ. Hein. Mais ça fait partie de leur rituel et de leur conditionnement où ils se font croire que ça, c'est un trajet en train des gens qui vont bien. Tu vois, mais c'est faux. Quand on arrive déjà à se rendre compte de ces fameuses automanipulations, est-ce que tu as 1, 2, 3 astuces, encore une fois, pour les déjouer, déconditionner avec ta connaissance, avec la connaissance que tu as du fonctionnement du cerveau? Déjà, la toute première chose, c'est de faire l'effort d'en prendre conscience. Ça veut dire non pas remettre en cause tout ce qu'on fait, mais se poser la question du fondamental de pourquoi on le fait. Tu vois, si moi, par contre, j'ai envie d'un cookie Michel et Augustin qu'on trouve que dans les trains, ces cookies-là, pâte molle et tout, que je les aime bien, si je me lève et que je vais aller l'acheter, je me dis, attends, pourquoi je fais ça? Est-ce que déjà je fais ça parce que je m'ennuie dans le train? Est-ce que je fais ça juste parce que j'ai envie d'enlever mon masque dans le train et que j'ai rien à manger et que ça va me permettre de l'enlever quelques minutes? Est-ce que je fais ça par réflexe ou est-ce que je fais ça parce que j'ai faim? Tu vois, donc identifier la vraie raison de pourquoi on va le faire, et ça demande beaucoup d'honnêteté, tu vois. Et après, se dire, en fait, sans juger la raison, se dire bon, est-ce que je le fais ou pas? Est-ce que je suis ok de le faire pour cette raison-là? Et après, on peut être ok aussi pour cette raison-là, tu vois. C'est pas, encore une fois, il s'agit pas de changer son comportement, mais déjà de l'identifier dans un premier temps. Et après, si on repère un de ces comportements-là qui revient d'une manière récurrente, là, il faut se poser la question de ok, je me suis programmé, est-ce que je suis à l'aise avec ça aussi? Est-ce que j'ai pas envie que ça change? Le meilleur moyen de changer quelque chose, c'est de recréer un environnement différent ou un rituel différent. C'est-à-dire que si demain je vais arrêter de boire ce café dans le lit, tu vois, par exemple, ce sera peut-être intéressant que je prenne quand même un café à la fin du repas, peut-être,
pour le mettre à un endroit et pouvoir rationaliser dans ma tête de non mais c'est bon, je l'ai déjà pris. Tu aimes bien, tu l'as déjà pris et de trouver peut-être une autre manière de ranger ma table de nuit là où je le pose d'habitude. Il n'y a plus besoin d'avoir cet espace libre, ça peut être autre chose, peut-être mon livre ici, tu vois. Il faut pas hésiter à rebouger un petit peu les cubes pour ne pas laisser le vide de l'habitude qu'on est en train de déprogrammer, tu vois. Ça c'est intéressant aussi de réfléchir à ça, de comment je ne laisse pas le vide apparent d'une déprogrammation de conditionnement. Je sais que tu as fait des recherches récemment parce que sur le lien entre cerveau et argent, est-ce que l'argent fait péter un câble au cerveau? Je sais que tu as fait une vidéo que tu ne qui ne sont pas encore publiées. Donc, tu en sais beaucoup trop sur nous, Delphine. Quelles sont les choses que tu as découvertes qui t'ont le plus marqué? Des choses passionnantes. Alors, je ne vais pas vous les sourcer parce que je n'ai pas les sources sous les yeux, mais vous les aurez dans la vidéo quand elle paraîtra. C'est en matière grise sur le rapport entre le cerveau et l'argent. Et on se rend compte que déjà, le rapport entre le cerveau et l'argent, il est permanent. C'est-à-dire que l'utilisation, la mention, la manipulation de l'argent n'est jamais neutre sur le cerveau, qu'on le veuille ou non. Ça a toujours un impact. Alors, l'exemple le plus concret, c'est toutes les études, mais je sais que vous qui nous écoutez, vous l'avez déjà vécu. Vous savez que c'est différent d'avoir 2 000 € sur sa carte bleue qui est dans le portefeuille et 2 000 € en espèces dans sa poche. Au moment où vous allez devoir payer 10 € ou 50 €, quand vous allez sortir les 2 000 € d'espèces, avouez que vous avez le menton un peu plus haut et que vous vous sentez un petit peu plus costaud. Un petit peu plus fort. Donc, on a un rapport déjà avec l'argent, avec le cash. Rapport qu'on n'obtient pas justement avec les paiements en ligne, les paiements virtuels, les paiements par carte. C'est pas le même rapport à l'argent qu'on a dans ce moment-là, ce qui explique la facilité dépensière qu'on est en fait quand on ne paye pas en espèces. Donc, le paiement en espèces, il est quand même intéressant aussi parce que parfois, et même à l'extrême chez certains, il peut aller jusqu'au comment ça s'appelle? Voilà, je l'ai. L'aversion au règlement. C'est-à-dire que comme tu vois ces billets en moins, tu n'as pas envie de les dépenser. Tu vois, donc c'est parfois plus facile de remettre en cause un achat si on paye en espèces, si on se prévoit une petite somme sur soi et qu'on se dit, même si on a sa carte bleue à côté au cas où, mais on se dit, c'est mon budget, c'est ce que j'ai en espèces là sur moi. On remet beaucoup plus en question ces achats avec ça. Donc on voit bien que le cerveau a un rapport au cash, tu vois, qui est assez particulier. Tu disais aussi juste avant, en fait, il y a un sentiment qui est grisant, en fait, aussi. Il y a à la fois le fait qu'on a une conscience de l'argent qui est beaucoup plus forte quand c'est dans notre main. Et aussi, tu disais, on relève le menton, etc. C'est ça. On se sent grand, en fait. On se sent plus fort avec du cash, quoi. Mais ça fait lien à ce dont j'allais te parler, à savoir 2 études distinctes qui ont été faites et qui ont été reproduites, d'ailleurs. En gros, ce sont des élèves, des étudiants qui sont invités à aller dans une salle pour compter soit dans le groupe A des papiers blancs, soit dans le groupe B de l'argent. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils vont aller compter, mais ils vont compter ça pendant des heures. Ça va être très long. Donc, ce sont des petits bouts de papier ou des billets et juste, ils doivent les compter, etc., en silence ou en discutant. Mais ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ce qu'on s'est aperçu après, c'est que les personnes qui sortaient de la salle avaient un comportement différent dans leur gestion de l'altruisme. En gros, quand quelqu'un sortait de la salle parce qu'il avait terminé, il allait forcément croiser, car c'était préparé, une personne qui avait pas mal de dossiers sous le bras. Ils allaient se rentrer dedans à cause de la personne qui avait les dossiers sous le bras, qui était comédien ou comédienne. Tous les papiers allaient tomber par terre et on voulait voir l'attitude de l'étudiant qui venait de compter ou les papiers blancs ou les billets. Dans la quasi-majorité des cas, tous ceux qui ont compté des papiers blancs dans leur journée ont proposé ou donné spontanément un coup de main à ramasser les papiers qui étaient par terre. Dans la grande majorité des cas, c'est pas l'intégralité, mais on est sur un chiffre vraiment qui n'est pas de l'ordre de l'anecdotique. La plupart des personnes qui ont compté des billets toute la journée regardaient, disaient à peine pardon et traçaient, ne proposaient pas leur aide et n'aidaient pas. C'est-à-dire que l'argent qu'ils ont compté toute la journée, il n'était pas eux, il n'était pas sur eux, ils n'avaient pas été payés pour le faire. Et pourtant, on le sait maintenant, on le quantifie, le fait de manipuler du cash comme ça toute la journée, même quand c'est pas le tien, ça change déjà ta part de confiance en toi qui est augmentée.
et elle est augmentée au détriment par contre de l'altruisme et de son écoute empathique des autres. On sait que voilà, ce sont les deux curseurs qui bougent. Tu vas renforcer une croyance, tu vas me dire du coup c'est plus une croyance, c'est presque un fait, que les riches sont égoïstes, que les riches se foutent un peu des autres. Parce que tu vois, la conclusion hâtive de ce que tu viens de dire, c'est ça. Forcément, je tique un peu là-dessus. Et non, en même temps... tu tiques parce que tu surinterprètes. En fait, en réalité, moi, j'ai jamais dit ça. J'ai dit, il se rentrait dedans par la faute du comédien ou de la comédienne qui faisait tout tomber. Et cette personne se mettait à ramasser. Elle ne demandait pas d'aide. Elle a elle-même une maladresse et du coup, elle ne demande pas de l'aide et elle continue à faire. Moi, je pense, et on pourrait reproduire l'expérience, que dans quasi 100% des cas, si elle avait fait « Oh là là, vous pouvez m'aider, je suis en retard », je pense que les gens auraient aidé. C'était pas devenu des monstres, en fait. C'était juste leur écoute altruiste était atrophiée, altérée. Effectivement. Elle était altérée. Mais par contre, ça les transforme pas en personnes malveillantes. C'est-à-dire que... Non, tu fais bien de rectifier, ouais, c'est pas ce que je veux dire. Mais effectivement, c'est le côté naturel qui disparaît, en fait, dans ce que tu dis. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, on pourrait dire la personne qui... et dans cette confiance en elle, notamment parce que, alors là, en l'occurrence, elle n'a pas plus d'argent, mais je sais pas, elle a manipulé plus d'argent en tout cas. Peut-être qu'elle a son altruisme qui est moins spontané. C'est ça, exactement. Ou est moins naturel. En tout cas, de manière temporaire, là, le temps de... Et on peut-être, mais on ne sait pas, imaginer que quelqu'un qui devient riche, de plus en plus riche, et donc pour qui c'est pas temporaire, peut-être avoir... forme d'altruisme altérée, là, de manière aussi plus structurelle ou moins naturelle, en tout cas. Oui, c'est ça, oui. Mais et là c'est supposition, tu vois, parce que on va dire quelqu'un de très, très riche, on n'est pas dans la configuration de quelqu'un qui va compter du cash toute la journée. On est quand même sur des montants plus virtualisés, tu vois, qui sont des lignes de compte quand même dans des applications qui jouent bien sûr sur la confiance parce que tu n'as plus peur du futur dans ces moments-là. Tu n'as plus peur du futur, au moins pour la base de ta pyramide de Maslow, qui est le confort et les besoins primaires. Mais aussi peut-être que quand tu as le pouvoir d'aider un peu partout, c'est bien, je crois, hein, dans le fond. Et là, ça rejoint le triangle de Karpman, le triangle dramatique de Karpman. C'est bien de ne pas se mettre aussi dans le rôle du sauveur. C'est-à-dire, c'est bien d'aider quand on nous a demandé de l'aide aussi, tu vois. Et à l'inverse, je pense que quelqu'un dans mon entourage qui aurait des gros moyens financiers que je n'ai pas, je pense que ça me gonflerait si en permanence, il essayait de résoudre mes soucis, qu'ils soient liés à l'argent ou pas, hein, tu vois. Je pense que même moi, je me dirais oui, bon bah c'est bon, toi t'as pas de soucis, alors c'est facile de toujours régler des trucs, mais je t'ai rien demandé pour l'instant. Donc il y a peut-être aussi cet équilibre naturel qui se fait, quoi, tu vois, parce que dans le triangle de Karpman, c'est un triangle dramatique dans lequel on est tous manipulateurs ou victimes ou sauveurs. Sauveur n'est pas un bon rôle, il n'y a pas un seul bon rôle, et le sauveur, c'est celui qui aide sans qu'on lui ait demandé de l'aide et qu'il le fait des fois sans savoir s'il est capable d'apporter de l'aide et qu'il le fait parfois sans avoir envie d'apporter son aide au départ. Donc, ce qui fait qu'à la fin, il va pouvoir reprocher de dire « Ouais, mais moi, je t'ai quand même aidé alors que j'avais pas le temps. » Encore un autre débat. Alors, il faut que tu m'expliques un truc. Pourquoi est-ce qu'on sait qu'on se fait manipuler et on y va de bon gré quand même? Je te donne un exemple. Pourquoi est-ce que on est quand même, malgré tout, aujourd'hui, en 2021, beaucoup plus sensible à 99 € qu'à 100 €. Ouais. Ou 99 centimes. Oui, pourquoi le 99, bon Dieu? Pourquoi ça marche mieux? Parce que si je te dis, et tiens, vous allez le faire vous aussi de votre côté chez vous, et je vais le faire en même temps. Pensez au nombre 1000 dans votre tête. Donc là, vous l'avez en tête. Et maintenant, vous rajoutez 50. Donc, vous avez 1050 en tête. Ensuite, vous rajoutez de nouveau 1000. Ouais. C'est fait. Ensuite, vous ajoutez 40. Ouais. OK. Ensuite, vous ajoutez de nouveau 1000. C'est bon? Ensuite, vous ajoutez 10. Ouais. Là, toi, t'es à combien? Alors, attends. Moi, je suis à 3100, mais je me rappelle l'exercice. Très bien. Là, il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui disent quoi, 3100? Moi, je suis à 4000.
Il y en a beaucoup qui sont à 4000 à ce moment-là. C'est vrai que tu l'as fait dans le livre, ce truc-là. Ouais. Et moi, je me suis dit, non, j'ai refait avec la calculette. Et moi, j'étais sûre de mon calcul. Mais oui, je me rappelle très bien dans l'exercice. Pourquoi il y en a tant qui tombent dans le panneau? Parce qu'on ne prononce pas le 0 qui est entre le 3, on dit 3090. On dit 3,90 entre guillemets. Notre cerveau, il voit 3, 9, 0. Il voit pas le 0. C'est pour ça que quand ils incrémentent en plus, ils rajoutent là. Ça veut dire que notre cerveau est vraiment très sensible en fait aux chiffres, aux proportions. Il est très sensible à l'existence ou non d'un chiffre, à la quantité de chiffres qui forment un nombre et aux ordres de grandeur. Si tu as, je vais te dire une bêtise, mais 90 € à dépenser et que le produit que tu convoites, il coûte 101, tu vas avoir un vrai blocage mental c'est hors budget. C'est pas dans ce que j'avais prévu parce que ce n'est pas dans la même famille en fait. Tu vois, on parlait des tribus tout à l'heure, mais c'est pas dans la même famille, donc c'est forcément en excès. On est passé des 2 chiffres aux 3 chiffres, c'est forcément beaucoup trop cher. Et ton cerveau qui veut décider très vite ne prend même pas le temps de le rationaliser. Il le sait, ça ne va pas. J'ai presque envie de te dire, si tu avais eu 96 € et que c'était 101 €, eh ben ça lui aurait fait le même effet. Il disait, non, c'est trop cher. Par contre, si tu as, 90 € et que c'est 99, on est tout à fait dans la même famille. Et le pire de ça, c'est que, et c'est pour ça que ça existera toujours, c'est que toi, tu te dis, bon, c'est 100 balles, quoi, je le sais, c'est 100 balles. Oui. Tu vois, mais je l'achète quand même s'ils sont chiants à mettre leur prix à 99. Ça, tu te le dis de manière consciente. Sauf qu'inconsciemment, tu t'autorises à te dire ça parce que ça a marché inconsciemment. Parce qu'inconsciemment, c'est resté quand même dans ta même enveloppe, alors que tu seras plus susceptible d'acheter quelque chose à 99 alors que tu as 90 € sur toi, donc il y a quand même 9 € d'écart, que d'acheter quelque chose à 101 € alors que tu as 98 € sur toi. Pourtant, il n'y a que 3 € d'écart. C'est-à-dire que c'est pas l'écart qui compte, c'est est-ce qu'on reste bien dans la même tonalité, dans la même couleur, dans la même famille, de ce genre de choses. Et ça marche très très bien. Est-ce qu'à l'inverse, 9,99 €, oui. Du coup, on préfère pas 10 ou 99, 0,99 versus 1. Parce que 0,99, tu as 3 chiffres, une virgule, et 1 €, c'est un compte. Le 0, il prime. C'est le 0 qui primera. Ok, d'accord. Ouais, le 0, il primera toujours. Et après, il y a les ordres de grandeur. Donc, le premier ordre de grandeur que le cerveau fait, c'est le gros chiffre qu'il y a avant la virgule, justement. Est-ce que c'était 0 ou est-ce que c'était 1 ? Tu sais, de la même manière, on a beaucoup de mal à expliquer aux gens que les prestations à la fraude sociale, qui représentent 300 millions d'euros par an en France, donc c'est les montants de la fraude sociale estimés, c'est rien vis-à-vis des 21 milliards d'évasion fiscale qu'on achète, de fraude en fait à la fiscalité des entreprises qu'on achète chaque année. Parce que le cerveau, il retient 300 d'un côté et 21 de l'autre. Tu vois ? Et d'ailleurs, tu dis quelque chose, c'est hyper important ce que tu dis parce que souvent à la télé, on nous donne des nombres en absolu pour lesquels on n'a absolument aucune référence. Il suffit juste que le mot million ait été dit derrière, voire encore pire, milliard. Ça va nous coûter X milliards. Cette nouvelle réforme, il est gentil, Macron, mais elle va nous coûter. Et on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne connaît pas les proportions d'autres choses, d'autres réformes qui ont été faites, etc. Mais en fait, ça imprime quelque chose d'impressionnant. Ouais, et en fait, en fonction du but qui est de celui qui donne le chiffre, effectivement, il faut être capable de dire « Ah là, il est en train de me sortir un truc, mais moi, j'ai pas de référentiel. » Donc, en fait, il se fout un peu de moi, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut demander un référentiel. Il faut s'en créer aussi. Moi, je sais ce que je fais pour millions et milliards. Par exemple, moi, je sais pas estimer 1 million versus 1 milliard. Je sais qu'il y en a un qui est beaucoup plus gros que l'autre. Je suis pas bête. Mais dans mon quotidien, j'achète pas 1 milliard de baguettes de pain. Je monte pas à l'étage numéro 300 millions de l'ascenseur. Donc, je sais pas ce que c'est. Donc, en fait, j'ai rationalisé avec des choses que je connais. 1 million de secondes, j'ai calculé, ça fait 11 jours. Tu vois, 1 milliard de secondes, j'ai calculé, ça fait 33 ans. Donc, ok, 1 million versus 1 milliard, c'est 11 jours versus 33 ans. Et une fois que tu sais ça, là, tu commences à mieux comprendre, tu vois, quand on te dit, oui, bon, là, ça va, il rajoute 1 milliard dans le budget. Ok, il rajoute 33 ans. Tu vois, c'est ça qu'il rajoute, en fait. Parce que c'est quelque chose qu'on connaît, qui est à notre échelle. Et puis après, oui, effectivement, comme tu le disais, il faut aussi avoir des référentiels à côté
ça coûtera tant, oui, d'accord, mais alors ça coûte tant versus un budget de temps habituel, de combien habituellement, combien on met dans d'autres postes qui sont peut-être moins utiles, est-ce qu'on peut avoir de quoi comparer plutôt que d'avoir un avis, comme tu disais si justement, on le voit très bien chez les éditorialistes, la manière d'annoncer les chiffres ont un sens. Je parle beaucoup, mais je vais te rajouter un truc. Il y a Kahneman qui a mis au point une expérience très intéressante dont je parle dans le bouquin, où les intentions sont honnêtes. Il manque aucune donnée, toutes les données sont vraies, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, et pourtant, suivant comment on énonce la chose, on est manipulé. En gros, c'était un exercice donc, qui a été fait, que moi j'ai reproduit en télévision et qui a très bien marché aussi. On crée 2 groupes, et chaque groupe va pas savoir ce que je dis au premier et au deuxième, évidemment. On leur dit, voilà, il y a 600 personnes qui ont été empoisonnées, et c'est à vous de prendre la décision parmi 2 choix pour essayer de les sauver. Donc, vous êtes obligé de prendre une décision parmi ces 2 choix. Choix numéro 1, on a un produit qui va sauver 200 personnes. C'est sûr et certain, sur les 600. Choix numéro 2, on a un produit qui a 33% de chances de sauver un tiers des gens. Enfin oui, il y a 33%, non, excuse-moi, il y a 33% de chances de sauver tout le monde, il y a 66% de chances de sauver personne. Donc là, dans cette config-là, quand on le fait au premier groupe, la plupart des gens choisissent l'option 1. Je veux être sûr de sauver 200 personnes plutôt que d'avoir 66% de chances de sauver personne. Et à l'autre groupe, on leur dit, c'est les mêmes chiffres. Hein. Je sais, j'ai vu la vidéo. Voilà. Je veux pas spoiler. Okay. L'option numéro 1, elle va tuer 400 personnes. Voilà. Et l'option numéro 2, elle a 33% de chances de tuer personne, de tuer tout le monde, et 66% de chances de tuer personne. Et du coup, là, tout le monde prend l'option numéro 2, parce que personne ne veut être responsable des 400 morts. Mais en fait, c'est bien la même chose. Hein. Si on sauve 200, il y a 400 qui meurent. S'il y a 400 qui meurent, c'est qu'on sauve 200. Et d'ailleurs, ça va plus loin que là. C'est qu'en probabilité, le 33%, 66% de 600 personnes, ça refait 200 personnes à chaque fois. Donc, il n'y a même pas de bonne réponse. Et juste, tu vois, de voir quel est le premier des 2 chiffres qu'on met en avant, quel est le verbe qu'on y associe. On n'a pas menti dans les données, on n'en a pas caché, on n'a pas menti dans les intentions, rien. Et pourtant, on a des sentiments de choix différents, tu vois. Donc, il faut être très vigilant face à l'impact des chiffres, des nombres, et de voir dans quel contexte ils sont prononcés et par qui. C'est toujours bien d'essayer de se dire, alors attends, pourquoi il me dit ça? Pourquoi il ne m'a pas plutôt parlé de ça? Tu vois, c'est intéressant. Dans la même veine, il y a une autre chose que tu mets en avant, c'est quand les gens ajoutent des chiffres dans leurs phrases, dans leurs argumentaires, mais de manière un peu péremptoire, du genre... dans 75% des cas, c'est ça? Voilà, dans 75% des cas où 80% de nos clients achètent ce modèle, ou voilà. Et en fait, en vrai, il y a de grandes choses. Ou comme quand un ami te dit non mais 9 fois sur 10, je sais pas, je réussis ma négociation salariale, 9 fois sur 10. Bref. Et en fait, le fait d'ajouter un chiffre à l'énoncé, ancre quelque chose dans la tête de ton interlocuteur. Donc, quand un vendeur te le fait, absolument. Le chiffre a beau être bidon, en fait, ça va imprimer quelque chose. 80%, c'est énorme. Donc, voilà, il y a plein de clients qui achètent ce truc-là. Est-ce que ça te donne vraiment une information supplémentaire? Absolument pas. Mais le fait qu'on t'ait donné le chiffre, ça marche. Malhonnête, ouais. C'est une manipulation, là, dans le sens malhonnête du terme. Parce que la personne qui le prononce sait très bien que c'est pas vrai, qu'elle a aucune source de sa donnée. La personne qui le reçoit dans le fond, elle le sait. Mais comme on n'est pas en train de s'analyser non plus, parce que bon, on sait que c'est une manière de parler, on n'y fait pas gaffe. C'est bien dommage parce que ça a un vrai impact sur le cerveau. Dans la zone d'analyse, ça rentre tout de suite en véracité. Les chiffres ont un vrai pouvoir en fait dans notre pouvoir, dans notre processus analytique. On les prend en compte comme quelque chose de sérieux, quelque chose de scientifique. C'est un rapport à la science, à la précision, à la véracité. Donc au-delà de faire toujours un appel au groupe en fait, un appel au populaire, de dire 90% des personnes pensent comme moi, donc j'ai forcément raison, alors que ton 80% il sort de nulle part. Donc au-delà de faire ça, c'est qu'en plus ça impacte vraiment en fait notre sentiment, quoi, nos émotions. Et il faut jamais oublier que on parlait de ça pour l'achat tout à l'heure, et ça marche avec un petit peu tout. C'est quand même souvent nos émotions qui ont la décision finale, le final cut, tu vois. Donc, les chiffres impactent très fort les émotions de celui qui les reçoit par celui qui les dit. Moi, je joue un jeu depuis des années.
Quand on me dit, tu vois, ouais, 9 fois sur 10, les gens, ils veulent pas acheter une voiture bleue, tu vois. Et moi, mon grand jeu, c'est de dire, ah ouais, c'est dans quelle étude c'est paru? Dans quel magazine? Enfin, j'aimerais bien le lire. Et du coup, tu as toujours ce même truc. Non, mais tu vois bien, je dis ça comme ça. Oui, donc tu dis ça comme ça, donc en fait, on n'en sait rien. Oui, non, mais je pense que. Ah, tu penses que. Bah, tu vois, ça change vachement entre je pense que et dans 9 fois sur 10, tu vois. Ouais. Donc, n'hésitez pas à le faire aussi vous-même parce que vous allez voir que ça a deux intérêts. C'est que ça va vous faire un réflexe mental de ne plus laisser ces chiffres vous impacter mentalement. Et en plus de ça, une fois que tu le fais, tu as tendance à moins utiliser cette chose-là parce que personne n'est mieux que personne. On le fait tous en fait dans le quotidien, ce genre de choses. Donc le fait de le remarquer chez les autres fait qu'on le fait beaucoup moins soi-même aussi. Dans la même veine, je le signale juste pour les auditeurs, mais j'ai tellement d'autres questions à te poser que on va s'arrêter là-dessus. Mais le fameux vendeur qui te dit non mais rassurez-vous, hein, ça va pas vous coûter 10 000 euros. Et il annonce un chiffre exorbitant pour mieux faire passer un devis à 1000 ou à 2000 ou à 2500 euros. Là, vous dites ah non, mais là, ça va. Oh là là, j'ai eu peur un petit moment parce qu'il a évoqué 10 000 euros. Ah non, mais alors, dans cette veine des soldes, j'ai un autre truc. Tu passes devant un magasin ou peu importe, ou même en ligne sur Internet, et tu as deux aspirateurs, deux machines à café à 79 euros, sauf qu'il y en a une, en fait, elle est à 99, prix barré 79. On est d'accord que dans la grande majorité des cas, en vrai, on va pas tellement regarder les caractéristiques, on va tout de suite aller vers celui qui est en soi-disant promo, en fait, qui était à 99. Bien sûr. Et qui est passé à 79. On va même pas comparer, en fait. Ben oui, ça nous paraît plus safe. Et puis, on a l'impression, du coup, que ce prix est justifié, en fait. On ne va pas chercher, on en revient au tout début de notre conversation, le manque de données. On ne va pas chercher les données. Et c'est ce qui fait que Apple réussissait à vendre si cher aussi, parce qu'on avait l'impression d'acheter quand même c'était pas n'importe quoi, ça coûte cher quand même. Donc si ça coûte cher, c'est que c'est précieux, quoi, et c'est que ça vaut le coup, quoi. Donc là, en plus, il y a un autre délire, c'est que tu as l'impression, en plus, en achetant, d'économiser de l'argent. C'est le vrai truc qui se passe dans ton cerveau, c'est que tu as l'impression d'avoir fait des économies. C'est quand même énorme de venir de dépenser 79 balles et de s'être dit, là, je viens d'économiser 20 euros. C'est faux. Tu as dépensé 79, c'est tout, c'est pas grave, mais tu n'as rien économisé du tout. À la base, tu comptais pas l'acheter, celle à 99, si elle avait été à 99. Donc bon, tu vois. Mais tu as le sentiment d'une petite victoire, donc c'est sympa, ça envoie un petit peu de dopamine en plus. Donc ton cerveau t'envoie un petit peu d'hormones du bonheur et tout. Donc tu te sens encore 2 fois mieux en ayant acheté, quoi. Ça, c'est un appel souvent qui est fait. Le fait de faire le prix dégressif, de partir de haut pour descendre, ça donne justement ce dont tu parlais tout à l'heure, un axe en fait de comparaison, sauf qu'on t'a fourni une mauvaise comparaison de départ, mais c'est les fameuses formations en ligne qui coûtent 500, mais je vais pas vous la faire à 500. Je pourrais vous la faire à 400, mais je vais pas vous la faire à 400, pas à 300, et puis qui finit à 197 euros. Ça aussi n'est pas anodin, le 197 euros, là, tu as vu, on n'est plus dans le truc du 199,99, tu vois. Pourquoi un 197 euros, ça marche bien aussi? Pourquoi ça marche mieux qu'un 199, tu vois? 199, ça paraît cher, en tout cas, c'est dans un certain nombre de valeurs. Si c'était pas un achat où tu es sûr que le client sait ce qu'il veut, ce qui est le cas souvent dans les formations en ligne, souvent on n'a pas besoin, mais on regarde le truc, c'est bien présenté, on se dit, oh, peut-être je pourrais le faire. Le 197 va t'impacter parce qu'il est précis. Et cette précision, au fond de toi, inconsciemment, tu te dis qu'on ne peut pas sortir ce chiffre au pif. Elle est forcément justifiée. Moi, quand je vendais mes premières conférences, j'ai arrêté de faire des chiffres ronds. Et je ne voulais pas faire des chiffres à 0,99 parce que ça ne se fait pas dans le métier de conférencier. Mais je me suis rendu compte que je galérais à les faire partir et qu'on me les négociait énormément parce qu'on voyait que c'était un arbitraire, en fait, comme prix, comme montant. Quand on me disait ça coûte combien une conférence et que je disais ça coûte 1000 euros, je disais ah oui, non mais là nous on a 800, nanana. À partir du moment où j'ai dit moi ma conférence elle est à 959 euros, ben tu disais ah merde, ok, bon ben d'accord, on a le budget ou pas? Parce que en fait le chiffre est précis, donc tu te dis il a pas sorti de son chapeau en fait, quoi, tu vois. Donc ça impacte très fort aussi les chiffres très précis. D'ailleurs, si je vous donne une astuce, si quelqu'un doit venir à un rendez-vous et que vous voulez que la personne soit à l'heure, dites-lui, si vous avez rendez-vous à 10h, dites-lui que vous avez rendez-vous ensemble à 10h02. Et vous verrez que les gens qui sont habituellement en retard seront à l'heure parce que vous avez donné une extrême précision dans votre horaire.
Je sais que tu es très pressé, mais je vais me garder 2 questions. Bien sûr. 2 questions, et puis après, on terminera cette interview. J'aurais tellement aimé qu'on puisse aller encore plus loin dans ce sujet. J'avais noté une autre super technique de manipulation et je voudrais savoir ce que tu en penses. Et en plus, j'ai un auditeur qui m'en a parlé parce que je viens de sortir un épisode sur le gratuit et à quel point le gratuit nous faisait faire des choses irrationnelles. Et j'ai un auditeur qui m'a dit « Quand est-ce que tu parles du à volonté ?» Et je veux ton avis sur... Je lui ai dit je vais bientôt en parler avec un futur invité, donc je ne peux pas ne pas t'en parler du coup. Je l'ai promis à cet auditeur. C'est quoi le à volonté? Manipulation ou pas manipulation? Manipulation, mais elle est pas forcément peur. Ouais, elle est pas négative tant que la promesse est tenue, tu vois. Hein. Moi, j'ai vu des restos à volonté foutre des gens dehors parce qu'ils mangeaient trop, donc à volonté égale à volonté. Alors ça c'est formidable parce que le cerveau humain, la liberté, c'est pas très confortable pour lui, tu vois. Donc si tu lui mets à volonté, il va se restreindre. Beaucoup plus que si c'est juste mis gratuit, tu vois. Et il a raison, ton auditeur, le à volonté est beaucoup plus puissant en fait, et tu perdras moins d'argent à faire un truc à volonté que d'offrir un truc gratuit en plus produit, tu vois. Le à volonté, il met 2 choses en place. La première chose, c'est que dans le fond, tu veux pas abuser, tu sais. Tu dis, à volonté, ça va être cool, mais il faut pas que je délire non plus. Donc, tu vas déjà commencer à te restreindre tout seul. Et puis, la deuxième chose, c'est que souvent, le à volonté, il n'est pas automatique. Il nécessite une action de ta part. Et cette action fait plus tu vas la reproduire. Alors, je prends l'exemple d'un resto parce que c'est le plus facile. Ouais. Plus tu vas le reproduire, de dire est-ce que je peux ravoir du ou est-ce que je peux ravoir une nouvelle assiette de, plus ça va être compliqué psychologiquement d'assumer le regard de l'autre à qui tu demandes. Okay. Donc en fait, moins tu vas le faire, tu vois. Parce que tu as l'impression d'abuser un peu, d'être soit celui qui mange trop, celui qui fait chier. Alors que dans le fond, tu as le droit, hein. C'est eux qui ont mis cette offre en place. Hein. Mais c'est pas grave, c'est humain, le regard de l'autre qui compte. Ce qui existe moins si c'est un buffet. Oui, ce qui existe un peu moins si c'est un buffet. Sauf si effectivement tout le monde t'a vu déjà, ça fait la 10e fois que tu vas rechercher. Mais tu regarderas que sur les buffets, par exemple, ils vont le maîtriser en mettant très peu de pièces de chaque produit. Ouais. Alors qu'ils ont tout le stock derrière, hein. Mais ils vont pas mettre la profusion dès le départ aussi. Moi, j'ai un exemple concret. Durant mon premier spectacle, je faisais un carré magique. C'est une opération de calcul avec des chiffres. Un spectateur devait me donner un nombre. Il fallait que ce nombre soit minimum 34, sinon l'expérience n'est pas possible. Et plus c'était haut, plus c'était embêtant parce que c'était un peu long à faire et parce que le public suivait moins. Donc, c'était moins entertainment. Donc, j'ai commencé à les restreindre et à dire, vous allez me dire quelque chose entre 34 et 100. Tu vois, au moins, je mettais une barrière à 100. Donc, quasiment tous les soirs, j'avais du 80, 90, toujours dans les valeurs très hautes. On me donnait un nombre au hasard, mais dans les valeurs très hautes. Donc, au lieu de dire entre 34 et 100, j'ai dit, je vais dire maintenant, dites-moi quelque chose entre 100 et 34. Ben déjà, le fait de faire l'inverse, j'ai commencé à atteindre des 40 et des 50. Tu vois, parce que je prononçais 34 en dernier. Et après, j'ai tenté un tout pour le tout, que j'ai gardé durant 3 ans de ce spectacle. Je disais aux gens, dites-moi quelque chose au-dessus de 34, s'il vous plaît. Et à partir de ce jour-là, j'ai rarement eu au-dessus de 50. Vous me dites ce que vous voulez, quelque chose au-dessus de 34, mais ce que vous voulez. En fait, ils s'auto-limitaient, tu vois. J'avais toujours une phrase derrière de « Ah ben moi je m'attendais à un 1213, mais ok, 52 ça me va. » Et ça m'est arrivé qu'on me dise « Ah mais j'avais le droit à... » Bah c'est au-dessus de 34 1213, non? Tu vois. Donc en fait, on a tendance à s'auto-limiter quand on a une ouverture complète, beaucoup plus que si on nous avait dit « Vous avez le droit à 2 assiettes, quoi, tu vois. » Fabien, j'ai ma dernière question et elle va être simple. Mais tu vas me dire, oh mince, si seulement tu me l'avais demandé de la préparer avant. Quelle est ta dépense de moins de 100 € que tu as faite récemment qui t'a le plus impacté positivement? Je dépense très peu. Donc effectivement, c'est assez compliqué. Parce que je suis quelqu'un qui fabrique, donc du coup, j'ai assez peu de dépenses. Par contre, je me pose pas de questions, hein. Quand je veux dépenser, je dépense. Mais là, je travaille énormément depuis 2 mois et demi, et quand je travaille, je dépense rien. Donc ça, c'est bien. La dépense de 100 € qui m'aurait le plus impacté... Moins de 100 €. Moins de 100 €. Ouais. 99,99, ça compte du coup. J'aurais dû te dire ça. Quelle est la dépense de moins de 99,99 ? Qui m'a le plus impacté positivement. Je cherche pour avoir quand même une réponse là.
la plus sincère possible. Et non, bah ouais, en fait, j'étais en Belgique il y a pas longtemps. Je suis rentré un peu par hasard dans un magasin de BD et figurines qui était sur ma route. Donc, je suis rentré pour le plaisir des yeux. Et je suis ressorti avec la collection entière d'un comics qui s'appelle Lock and Key, qui est repris d'ailleurs en série sur Netflix. Donc c'est un pavé, hein, c'est épais comme ça coûte 79 €. Et donc c'est je crois 6 saisons qu'il y a eu de ce comics à l'époque où il est sorti, qui ont été réunis avec des add-ons, etc. Et ça m'impacte très positivement parce que ça m'a donné un loisir que je pouvais ouvrir un peu n'importe où dans cette période très dense. Pour me recréer une bulle où que je sois et revivre ça en dehors des écrans, qui est un peu mon combat aussi. Donc meilleure dépense, en tout cas pour le mois à venir, c'était celle-ci. Merci Fabien. Je t'en prie, merci à toi. Et pour la petite statistique, ça c'est pour toi. Ça fait peu de temps que je pose cette question, je ne l'ai pas toujours posée à mes invités. Mais pour l'instant, ma statistique au pifomètre, c'est que 9 fois sur 10, on me parle d'un bouquin. Ah ouais, ouais. Bah, en fait, tu parles du mot impacter. Et dans l'impact, on cherche qu'est-ce qui nous fait grandir. Ouais. Tu vois. Et quand tu te dis qu'est-ce qui te fait grandir, c'est rarement un objet. Hein. Essaie de demander pour voir quelle est la dépense de moins de 100 € qui t'a procuré le plus de plaisir. Tu vois, je suis pas sûr que ce soit un livre. De plaisir, tu veux dire? Ouais, qui t'a donné le plus de plaisir plutôt qui t'a le plus impacté. Tu vois, moi, ma réponse aurait été différente. En ce sens. Ouais, intéressant. Bah écoute, je demanderai les deux. Mais comme je sais que là, ton temps est compté et que j'ai déjà envie de te remercier, j'ai envie de consacrer le petit temps qui nous reste à te remercier. J'ai appris plein de choses, je suis super contente. J'espère que voilà, tu as réussi à nous aider à déjouer un petit peu les manipulations autour des nombres, des chiffres, des prix de fait. Et puis que bon, voilà. En fait, et on n'en a pas assez parlé, mais il n'y a pas de grands méchants et les publicitaires ne sont pas des grands méchants. On a moins parlé du fait que nous aussi, on est en fait, on a les deux rôles, manipuler, manipulateur dans notre vie. On est tous co-responsables. Voilà, et on est aussi responsable de ce qu'on achète. Et on est responsable de se faire manipuler en quelque sorte. Merci infiniment Fabien. On peut te retrouver sur YouTube. On peut te retrouver... Tu as écrit plusieurs livres. Mais où habites-tu, Fabien? Où est-ce qu'on peut se retrouver chez toi? Toutes les questions que vous pourrez vous poser pour les livres, les spectacles, les vidéos, tout, c'est sur mon site internet, fabienolicard.fr. fabienolicard.fr. Merci. Merci beaucoup. Salut Fabien. Salut. Merci à vous les warriors de la fin qui restaient systématiquement écouter tous mes épisodes. C'était trop court, hein? Ouais, moi j'ai trouvé que c'était trop court, mais je suis tellement contente d'avoir pu avoir cette conversation avec Fabien et surtout vous la proposer. Je le remercie infiniment, Fabien, parce qu'il s'est aménagé du temps dans un emploi du temps chargé. Évidemment, c'est pas le premier et le seul de mes invités qui a un emploi du temps chargé. Mais voilà, je sais qu'il ne pouvait pas me consacrer plus d'1 heure et je le remercie infiniment. Je suis très fière de la conversation, de vous présenter la conversation qu'on a eue ensemble. Et surtout, je parie que vous ne regarderez plus les prix de la même façon suite à cet épisode. C'est fou quand même. Comment notre cerveau nous joue des tours et nous fait totalement oublier la rationalité des choses, la rationalité d'un achat. Vous savez que j'ai fait un épisode sur le gratuit et l'irrationalité de nos comportements face au gratuit. Et là, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que le gratuit qui nous rendait totalement zinzin. L'homo economicus rationnel n'a qu'à aller se rhabiller. En tout cas, je vous retrouve moi très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.